Bonjour à toutes et à tous depuis les centres de formation d'ONU Femmes à Saint-Domingue, en République dominicaine. Je m'appelle Clemencia Muñoz Tamayo et je remplace Elisabeth et Claudie aujourd'hui car elles ne peuvent pas se connecter pour des raisons professionnelles. La présentation d'aujourd'hui est intitulée « Formation sur l'approche budget sensible au genre, un an plus tard ». Rouba Arja, Carla Siad et Vike Oude, qui travaillent tous les trois à la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale, vont nous raconter leur expérience du développement d'un plan BSG au sein d'une organisation des Nations Unies. Elles vont nous expliquer les contextes et les différentes étapes ayant abouti au développement de ce plan. Rouba est responsable au Centre de la femme de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale. Son travail porte sur les questions de genre et du développement dans la région arabe, y compris l'intégration de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans les politiques ainsi que dans les institutions publiques. Carla a rejoint la Commission en 2003 pour travailler pendant un an à la recherche de la division, dans la recherche de la division de statistiques. Elle a ensuite rejoint la section du budget et des finances, où elle a exercé de nombreuses fonctions budgétaires et financières pendant près de 12 ans. Depuis 2016, elle a travaillé à la section de la planification des programmes et de la coopération technique de la Commission en matière de planification stratégique et de suivi. Depuis 2017, Vipke travaille sur la planification stratégique, la gestion de la qualité et les questions de genre à la Commission. Comme toujours, nous avons aussi l'appui de Sabrina, notre collègue au centre de formation. Avant de passer le micro à Rouba, Carla et Vike, je souhaite vous rappeler que vous allez pouvoir écrire vos commentaires et questions tout au long de la présentation en utilisant le menu et le bloc questions. Sabrina va copier vos questions et nous panélistes y répondrons à la fin. Ce webinaire est enregistré et sera disponible après. Et merci encore à nos trois panélistes. Je vous passe le micro. Bonjour tout le monde, c'est Vipke. Je vais commencer avec notre présentation. Rouba, Carla et moi, on a partagé la présentation dans 3 parts. Donc, moi, je vais faire l'introduction à notre organisation et vais parler un peu de la base, ce qui était déjà en place avant que on a commencé de travailler sur la budgétisation sensible au genre. Après, je vais passer le mot à Carla qui va parler d'un outil qu'elle a développé ici au sein de la commission. Et après, Carla va passer le mot à Rouba qui va vous parler un peu de la structure de notre plan et les défis et opportunités qu'on a rencontrés depuis. Le prochain, Sabrina. Ben voilà. L'introduction au contexte de la Commission économique sociale de l'Asie occidentale. Alors, je vais vous parler un peu de ce qu'on fait ici à la Commission. On est next. Sabrina, oui, voilà, pour tout le monde. La Commission fait partie du secrétariat des Nations Unies et dans notre contexte, on travaille avec les 18 pays arabes de notre région qui couvrent l'Afrique du Nord et l'Asie occidentale, c'est-à-dire on couvre de la Mauritanie jusqu'au Saudi Arabie. Ça, c'est un peu les pays avec lesquels on travaille. Le mandat de la Commission, c'est surtout de fournir un espace pour notre pays membre pour qu'ils puissent dialoguer et coopérer sur des différentes questions économiques et sectorielles
dans tous les différents cadres des conventions et accords internationaux qui existent. La commission aussi est un espace de formation et de formulation et l'harmonisation des politiques sectorielles pour toute la région, c'est-à-dire on discute des thèmes régionaux comme le transport, l'eau, les changements climatiques et tout ça, tout ce qui ne peut pas être traité au niveau national, mais surtout a besoin d'une approche régionale. Et en faisant ça, la commission et notre collègue, surtout, c'est un centre de recherche, c'est-à-dire un espace de réflexion et de production de connaissances dans la région. Nos collègues écrivent des rapports et des études sur des thèmes actuels et régionaux. En même temps, la commission est aussi, on s'appelle la voix de la région, pour les instances internationales et globales, pour des dialogues et des réunions des experts. Pour l'expliquer un peu, on invite des experts ici au niveau régional pour discuter et former des positions politiques pour des thèmes qui sont discutés au niveau global, c'est-à-dire au siège, par exemple en termes de préparation pour une grande conférence internationale qui se passe au sein du siège à New York. Et dernièrement, c'est ce qu'on fait aussi, c'est le renforcement des capacités et le support technique au niveau national pour des thèmes dans lesquels on travaille. Next. Sabrina, next. Super. Alors, comme vous pouvez voir, c'est la CESAO. Moi, je vais dire la commission, c'est plus facile. Notre commission suit deux approches. Surtout la production et dissémination de la connaissance, c'est-à-dire, comme j'ai déjà dit, des différents rapports, des études, des recommandations politiques et aussi l'assistance technique au niveau national. Maintenant, les différentes thématiques régionales dans lesquelles on travaille. On a d'abord tous les thèmes de développement social avec une focus sur des questions des disabilités, on a le thème de protection sociale, par exemple, pour vous dire quelques exemples. Au niveau économique, le développement économique, on traite le thème de pauvreté d'une dimension multistructurelle. On traite des thèmes comme le transport et trade, alors, le commerce. Au niveau de technologie pour le développement, on parle de toutes les questions sécurité cyber, innovation. On traite des questions d'intelligence artificielle et tout cela. Dans la division du développement durable, là, j'ai déjà dit, l'eau, l'énergie, on parle aussi de tout changement climatique qui se passe dans la région. Ensuite, on a les développements dans les zones affectées par les conflits. C'est surtout une analyse des impacts que les conflits ont au développement de ces pays. Comme vous savez, dans la région est instable d'une certaine façon et dans laquelle on a toute une division qui s'occupe de ces thèmes, y compris le reportage sur les Palestines. Le Centre de la femme traite le thème d'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. C'est avec les trois cadres de violence contre la femme, la justice genre au niveau régional et femmes, paix et sécurité. Ce sont les trois piliers du centre. Et dernièrement, on a le centre des statistiques qui aide à tous les différents bureaux nationaux de harmoniser
et standardiser les statistiques. Notre commission a un budget relativement stable, c'est-à-dire le budget, le plafond de notre budget est décidé au niveau du siège à New York et donc, on a un budget relativement stable qui couvre les cadres de la commission et une portion du budget pour la programmation. Maintenant, je vais vous parler, avec cette introduction, je voudrais vous mettre un peu dans notre situation. Et maintenant, je vais parler un peu de ce qui était déjà en place pour, quand on est parlé pour la première fois d'introduire un plan pour la budgétisation sensible au genre. Donc, on ne partait pas de rien, il y avait déjà une structure en place. Et je vais vous dire on suit surtout la commission a deux approches pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. C'est l'intégration de toute question de l'égalité dans tous nos travaux, c'est-à-dire nos rapports, nos études, toutes les formations techniques qu'on fait dans tous les différents secteurs couverts de la commission, on essayait de faire le gender mainstreaming. D'abord, on a toute une division, comme je vous ai dit, qui est dédiée à cette thématique. C'est le Centre pour la femme ici à la commission. Et ce qui est notre, comment dirais-je, une force qu'on a ici, c'est le SWAP, le UN SWAP. Pour ceux qui ne savent qu'est-ce que c'est le UN SWAP, c'est un cadre d'évaluation interne développé par l'ONU Femmes qui est mis en œuvre dans tous les départements et agences de l'ONU. Et ESCWA, notre commission, a un engagement très solide dans la mise en œuvre de ce cadre d'évaluation avec des résultats bien tangibles et louables aux différents niveaux. Par exemple, le développement d'une politique interne sur le sujet. On a toute une stratégie de plusieurs années ici qui est mise en place. On a mis en place un traçage des dépenses des fonds grâce aux marqueurs de genre que Carla va vous en parler dans quelques minutes. On fait beaucoup de formations de notre des employés ici, du cadre d'ici. On a mis en place depuis beaucoup d'années un réseau de points focaux genre qui travaille surtout des questions genre mainstreaming du genre dans leur propre division. Et dernièrement aussi, on a les horaires de travail flexibles. Donc, ça fait maintenant 1 an que Ruba, Carla et moi, on fait partie d'une formation sur le budget sensible au genre. Et depuis qu'on a participé dans cette formation, on a... pardon, Sabrine, next, please. Je suis déjà sur la prochaine. Ben voilà, décision d'aller de l'avant, c'était après notre formation. Depuis 2017, on a introduit des différents efforts continus et fructueux, mais ils sont un peu dispersés. Et de toute façon, ils ont abouti à une plus grande prise de conscience et une grande volonté de notre cadre de s'engager dans le thème et de réfléchir plus en détail de comment ils pouvaient intégrer les genres au niveau de leur travail et au budget. Deuxièmement, on a développé un plan d'action qui permet d'introduire le BSG au niveau de toute l'organisation, de la commission.
Et on a institutionnalisé le BSG en identifiant des points d'entrée potentiels, c'est-à-dire des réunions qui existent déjà, comment est-ce qu'on peut introduire les thèmes et surtout de parler de l'importance de budgétisation sensible au genre avec notre collègue. Et dernièrement, on a développé des outils pour soutenir la mise en place de la UN SWAP, c'est-à-dire une infrastructure interne au sein des systèmes IT internes de la Commission et des procédures, par exemple, l'introduction du l'angle ou du voie de genre dans toutes les directions qui viennent quand on prépare la planification et le budget. Et on voulait vous présenter un outil très important. C'est ce qui nous a permis de vraiment avancer la discussion ici au sein de la commission. Et je ne veux pas passer le mot à Carla qui va vous présenter cet outil. Merci. Bonjour, c'est Carla. Comme Vipke vient vous dire, maintenant moi je vais un peu parler du marqueur de genre. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît? Suite à ce qui a été présenté par Vipke, concernant le UN SWAP, qui est le plan d'action du système des Nations Unies sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. En 2013, nous avons déployé un marqueur de genre au sein de notre organisation. Maintenant, ce marqueur, adopté par notre commission, est issu du groupe de développement des Nations Unies, UNDG, afin de normaliser une approche commune parmi toutes les entités. Maintenant, le marqueur genre a 4 valeurs. Ces 4 valeurs, d'abord, il y a aveugle au genre, intégration limitée, intégration significative et résultat principal. Par la suite, nous verrons une diapositive qui montrera les différents niveaux selon des critères détaillés pour faciliter l'application du marqueur pour tous les produits et services rendus par notre organisation. Maintenant, cet exercice, quand on a déployé le marqueur de genre, il répond déjà à des engagements pris par le monde entier et tiré des textes issus de conférences et sommets mondiaux des Nations Unies. Alors, ce marqueur de genre est un outil qui permet deux choses, c'est-à-dire d'abord de suivre les ressources financières qui affectent les résultats en matière d'égalité des sexes au sein du système des Nations Unies. Son utilisation aide à suivre les fonds consacrés à l'avancement de l'égalité des sexes et les dépenses effectuées, c'est-à-dire tout genre d'investissement qu'on est en train de faire dans notre produits et services rendus. Mais aussi, il fait déclencher un processus de réflexion en ce qui concerne l'intégration de la composante du genre à tous les niveaux et les aspects opérationnels. Ainsi, notre commission, à la commission, nous pensons qu'il est nécessaire de développer des critères spécifiques afin d'informer le cadre professionnel sur l'utilisation du marqueur de genre. Par exemple, il existe déjà des critères bien détaillés dans le domaine de la recherche et nous plaçons maintenant nos efforts afin de couvrir les autres domaines de travail tels que les conférences et les groupes spéciaux d'experts. Donc, nous cherchons à avoir des critères spécifiques et détaillés pour chaque domaine de travail. Est-ce qu'on peut passer, s'il vous plaît, à la prochaine? Là, ça montre deux graphiques. Nous avons tiré ces deux graphiques de deux sources différentes. Et c'est là le travail qui a été fait. Je vais parler d'abord du premier graphique qui est situé à gauche. Celui-là, il est produit par un système de base de données propre à
à notre commission et qui fournit des rapports et des statistiques sur les produits et les services rendus. Elle expose la distribution de produits et services de l'un des sous-programmes. Donc, on a choisi un sous-programme à la commission. Et maintenant, je suis en train de vous exposer le résultat. Par exemple, là, on peut voir que 63% des produits sont affectés par le marqueur de genre limité, 28% aveugle et 9% significatif. Le second graphique qui est à droite, celui-là a été fourni par notre système financier qui est commun partout au secrétariat. Il faut dire que nous avons dirigé nos efforts afin d'améliorer le système en place pour pouvoir tracer les ressources financières dans l'optique d'analyser l'affectation des fonds consacrés à l'avancement de l'égalité des sexes. Ce graphique présente la distribution des ressources pour le même sous-programme, mais selon des différents niveaux de marqueurs de genre. Donc, jusqu'à présent, parce que ça, c'est des données financières, nous utilisons 10% de notre budget pour dépenser sur des produits et services qui ont été affectés par le marqueur genre aveugle. Et 90%, donc la majorité des ressources de ce sous-programme, on a dépensé donc 90% sur des produits et des services du niveau limité. Alors, on peut déduire que dans ce cas-là, la distribution du budget n'a pas suivi les mêmes proportions quand on parle statistique, statistique, c'est-à-dire quand on est en train de compter les services et les produits rendus face au budget qui est dépensé ou bien les ressources dépensées sur les produits et les services rendus. On peut passer, s'il vous plaît, à la suivante. Et là, ça montre les différents niveaux et les critères détaillés qui sont développés ici à la Commission pour faciliter l'application du marqueur à l'ensemble des produits et services rendus par notre organisation en matière de recherche. Là, mais comme on a dit, on va essayer de couvrir tout autre domaine de travail à la Commission. Les critères, par exemple, on peut prendre un exemple, le principal. Donc, si on est en train de faire la recherche, il faut que le résultat, pour que ce produit porte le marqueur principal, le résultat principal visé par la publication est un changement des normes et standards de genre. Les perspectives et les approches sensibles au genre sont intégrées dans toute la recherche. Les données ventilées par sexe sont utilisées au niveau primaire et secondaire. Une analyse sexospécifique des données est utilisée. Un langage sensible au genre est utilisé tout au long de la recherche et les conclusions et les recommandations reflètent les différents besoins et priorités des hommes et des femmes. Maintenant, je passe le mot à Ruba pour faire la suite de la présentation. Merci. Merci Carla. Bonjour. En fait, comme ont déjà expliqué mes collègues, notre commission était bien engagée dans la mise en place du NSWAP, qui est quand même un cadre très important et un outil au sein de tout le système des Nations Unies pour faire avancer la question de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes au sein de toutes les organisations des Nations Unies. Donc, c'est un outil interne pour permettre ce type de progrès.
et notre commission a été parmi les entités des Nations Unies qui a fait des progrès quand même significatifs et louables. Donc, comme a dit Vipke, il y avait déjà une base assez solide pour qu'on puisse, nous, commencer à travailler. Et surtout, il y avait un engagement politique et une conviction de l'importance de travailler sur l'égalité des genres. C'est pourquoi, à un moment donné, on a été choisis. Nous sommes 3 collègues qui viennent un peu de, on a des backgrounds un peu différents. Une qui travaille dans moi je travaille dans l'unité qui s'occupe du genre dans l'organisation, c'est le Centre de la femme, alors que Vipke et Carla viennent un peu du planning et aussi du planning et finance. Donc c'est une équipe multisectorielle qui a pu regarder le plan et l'organisation dans son intégralité. Donc, on a été choisi, on a fait cette formation, on est rentré et là, on nous a demandé de développer un plan. C'est toujours un plan qui n'est pas mis en place, mais on a voulu partager avec vous quand même cette expérience, montrer un peu le cadre un peu spécifique de notre organisation. Ce n'est ni un ministère, ce n'est pas le budget d'une institution publique ou parapublique, c'est quand même les Nations Unies. Et au sein des Nations Unies, c'est le secrétariat qui a quand même ses spécificités. Donc, on vous a montré ça. Et là, on a été demandé de faire ce plan. Donc, en se basant sur l'apprentissage qu'on a pu faire, on a suivi tout un processus pour la préparation de ce plan. Dans la formation, on a très bien compris la nécessité de fixer un objectif clair. Donc, on est rentré et là, on a commencé à se demander quel peut être notre objectif. Il peut y avoir évidemment plusieurs objectifs, mais l'objectif qui nous semblait le plus logique, c'est comme on ne peut pas vraiment augmenter nos fonds facilement, c'est pas évident. On a une petite influence, comme a dit Vip, qui est sur notre budget. Donc, on s'est dit l'objectif le meilleur, c'est peut-être d'améliorer tout ce qu'on fait de manière à ce que ça soit plus sensible au genre. Donc, les fonds déjà que nous dépensons soient plus dédiés et qui donnent des résultats qui vont plus avec cette égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Après, on a très bien compris qu'il est important de travailler sur le programme. Quand on était parti, on avait compris budget, mais après, on a très bien compris après la formation qu'il est très important de travailler en tandem sur le programme et le budget, et d'où l'intérêt d'avoir aussi cette équipe multidisciplinaire. Donc, on est rentré et ce qu'on a fait, on a pris le processus de programmation et de budgétisation de notre organisation et on l'a décortiqué. On a schématisé toutes les étapes du commencement jusqu'à la fin. Et après, à chaque niveau, on a identifié des actions qui sont requises pour que le programme et le budget de l'organisation soient vraiment un budget sensible au genre. Mais bon, vu l'envergure du chantier qu'il y a à entamer, on s'est mis d'accord sur l'importance d'identifier des points d'entrée, après de présenter aussi plusieurs alternatives échelonnées dans la durée. C'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir mettre en place un budget qui est sensible au genre. Il faut trouver des points d'entrée qui sont clairs pour commencer à améliorer. Et après des alternatives. Cette année, je fais ceci, la deuxième année, je fais cela. Après, avec l'objectif ultime d'aboutir à un budget qui soit vraiment sensible aux gens. On a élaboré ce plan et on l'a discuté avec la direction. En ce moment-là, on est à cette étape où la discussion se fait au niveau de notre organisation pour pouvoir, si jamais, le mettre en place. Donc, la structure de ce plan, évidemment, elle suit notre processus de programmation et de budgétisation, donc qui est, c'est en 5 étapes, 5 stages, en 5 étapes. L'étape numéro 1,
c'est une étape quand même qui est très importante parce que c'est là qu'on montre une volonté entre deux guillemets politique, c'est la volonté de l'organisation et de sa direction vraiment d'aller de plus en plus vers des approches qui appuient l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Donc, on a vu qu'à ce point-là, quand la direction elle fait sa déclaration de la vision politique et stratégique sur notre prochain budget, parce que c'est là qu'on dit bon voilà mon prochain budget il va être il va se concentrer sur telle et telle thématique, il va être développé dans une telle vision. Donc, on a identifié ça comme aussi un point d'entrée où il est très important dès le début de montrer l'importance de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Donc, on a fait quelques propositions à ce niveau, comment on peut introduire ces points. Donc, dans la déclaration de la vision stratégique, aussi dans les instructions qui sont données par la direction aux différents départements pour la préparation de ce programme. Comment faire, les liens, aussi mettre ou montrer l'importance d'une approche, comme a expliqué Vibke à double voix, où l'intégration des questions d'égalité sont partout, dans tous les départements, dans tous les produits, mais aussi avec un département qui est dédié, avec des produits qui sont dédiés à cette thématique. Donc, ça doit être clair dans les instructions données à toute l'équipe, à toute l'organisation pour formuler son programme et son budget. Et aussi commencer à montrer comment proposer dans ce cadre stratégique des activités et des produits qui collent à cette vision. Donc ça, c'est dans la première étape. On a montré tout ceci, comment le faire, etc. Et après, c'est un peu la même réflexion, un peu le même cheminement de pensée pour la préparation du budget. Donc, les instructions qui doivent être très claires, montrer comment, l'importance, comment faire de cette thématique. Maintenant, à ce niveau, il faut comprendre qu'il y a des étapes ou bien qu'il y a des actions qui sont à notre niveau ici dans l'organisation, alors que d'autres viennent du siège. Donc, nous, on a essayé aussi de faire la différence entre notre espace ou l'espace de contrôle de la commission et quelque chose qui va au-delà. Donc, on a identifié aussi ces points et on a montré, on a fait des propositions, par exemple, dans le budget, mettre des benchmarks ou des repères, par exemple, pas moins de 15% de notre budget qui doit être alloué. Donc, on a trouvé tous ces repères et aussi on a proposé de nouveaux produits qui nous considérons dans cette étape, dans n'importe quelle étape d'initiation d'un plan, sont importants, surtout comme proposé d'analyse, les analyses des produits comme les analyses type genre qui sont dans les domaines, par exemple, économie, développement social, etc. Donc, proposer des produits qui aident à mieux comprendre comment faire et comment intégrer ces thématiques dans tous nos produits. Après, on a regardé et on a décortiqué, si vous voulez, la troisième étape qui est la mise en œuvre. Et là, c'est une étape qui est très importante parce qu'on a nos plans, mais à ce niveau-là, on doit être sûr que ce qui est mis en place est vraiment en ligne ou colle à nos plans. Donc, tous les mécanismes de contrôle de qualité ou les élaborations, par exemple, des stratégies, les stratégies de publication, la stratégie, la politique pour la politique interne en termes d'égalité de sexe. Donc, comment on fait nos concept notes pour être sûr que les marqueurs qu'on a ont été bien suivis, la qualité a été bien suivie de manière à ce qu'on ait un produit qui colle qui colle à notre marqueur.
Donc, par exemple, moi, au début de la publication, quand je planifie, je dis que je vais avoir une publication dont le marqueur est significatif. Mais après, il faut qu'on ait, nous, en interne, les mécanismes qui permettent de vérifier vraiment quand on a cette publication, qu'elle colle vraiment au marqueur. Et donc, et après, il y a deux étapes. Il y a deux étapes, les deux dernières étapes aussi, les points d'entrée pour la préparation des rapports, pour être sûr que tout ce qui est fait sur le plan de l'égalité est bien reproduit dans nos rapports et que nos évaluations aussi prennent en considération ces thématiques et puissent aussi nous donner un feedback sur la qualité du travail que nous faisons pour pouvoir aussi profiter de ce feedback pour les prochains programmes. Ce que je voudrais dire aussi, qu'on a travaillé sur plusieurs processus parce que nous, on a plusieurs types de fonds. Et pour chaque type de fonds, on a un peu un processus différent, c'est-à-dire pour les publications, pour les rapports, c'est un processus de programmation qui est différent du processus de programmation quand on mobilise des fonds pour mettre en place des projets. Donc, on a regardé un peu les différents processus qui sont mis en place pour chaque source de fonds et on a essayé de faire le même exercice pour les différentes sources, les différents processus. Après, ce qu'on a fait de très important, c'est qu'on a essayé d'identifier un peu les besoins en capacité pour pouvoir ceci, parce que c'est un grand projet, c'est un projet très ambitieux. On voudrait bien, d'ici peut-être 10 ans, être en train de raconter qu'on a fait ce projet, les lessons learned, etc. Parce que c'est pas un projet, c'est pas un tout petit projet. Donc, c'est un projet ambitieux, mais quand même, on a été dans les détails pour pouvoir l'élaborer. Il y a évidemment, comme pour l'élaboration de n'importe quel projet, il y a des défis. Je mets un peu le point sur l'importance, et c'est un point sur lequel je reviens, c'est l'importance de la formulation d'un objectif qui est clair et le soutien de la direction. Et nous, vraiment, on a et s'il vous plaît, Sabrina, le prochain slide. Prochain. Donc, nous, on les a mis ici en termes de défis, mais quand même, c'est comme aussi une prise de conscience de l'importance de l'objectif clair. Et nous sommes vraiment très fiers parce que la direction dans notre commission est vraiment très, elle est très, elle appuie vraiment à fond le travail sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Un des défis, comme on a déjà expliqué tout au long de cette présentation, c'est notre influence limitée sur le budget. Ce sont les pays membres qui approuvent un budget et voilà, on a ça, on va travailler avec ça. Le budget et sa composition aussi. Nous considérons qu'à date d'aujourd'hui, on a pu faire quand même avec la mise en place de la UN Swap et ce processus de réflexion. C'est pas le BSG, le budget sensible au genre, comme je vous ai dit, n'est pas encore mis en place, mais même le processus de développement de ce projet a permis beaucoup de réflexion en interne donc, il a aidé à plus de sensibilisation à des cadres, des dirigeants, et qui viennent un peu s'ajouter aux efforts continus que fait notre commission au niveau des formations continues des cadres et des employés. On a, suite à tous ces efforts, le thème il est de plus en plus intégré dans toute notre communication. On a même fait un effort pour soulever ce sujet au sein du siège parce que quand même nous sommes des organisations qui communiquent, qui partagent l'expérience. Donc on a pu faire ça. Et comme vous a montré Carla, on a déjà mis en place toute l'infrastructure qui nous permet de faire une analyse détaillée de la composition des dépenses.
Donc, et c'est très important parce que ce que vous a montré Carla, c'est quelques exemples de quelques départements. Et ce sont les départements qui ne sont pas le plus, où le travail n'est pas le plus sensible au genre, mais quand même, ce type d'outil, il permet d'initier beaucoup de réflexions et beaucoup de discussions en interne qui nous permettent d'améliorer. Et on est aussi très fiers de dire que le réseau des points focaux est de plus en plus impliqué dans tout le travail à plusieurs niveaux avec ceci. Voilà, je pense qu'on a été un peu long. On vous remercie pour votre attention et on est à votre écoute pour des questions, des clarifications. Merci beaucoup, Rouba, Carla et Vike. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais passer un document avec les questions. Donc voilà, vous le voyez là sur votre écran. Donc pour l'instant, on a une seule question, mais je veux rappeler aux participants qu'à n'importe quel moment, vous pouvez encore nous envoyer les questions et je vais juste les copier sur le document et puis on les répondra. Donc, Vipke, je crois que cette question est dédiée à toi. Si tu veux répondre, ou Rouba ou Carla, à vous de voir. D'accord. Merci pour ces questions. Je voudrais vous dire, voilà, la commission travaille surtout dans deux voies. Et la voie principale, c'est la recherche et la production de la connaissance. C'est-à-dire, on dit production de la connaissance, mais je parle des rapports en anglais et arabe sur des thèmes importants de la région. Je reviens un peu à ce que j'avais dit quand j'ai introduit un peu les différents départements dont on a. Alors, on produit, je pense, c'est 20 rapports principaux par an, en plus des matériaux techniques et des recommandations pour les politiciens et des cadres politiques, soit les cadres qui travaillent dans un ministère, c'est-à-dire, je prends un exemple là. La division statistique travaille sur l'harmonisation et standardisation des données. Un de notre mandat, et ce qui est très important pour avancer la recherche sexospécifique, sont les données sexospécifiques qui ne sont pas collectées dans tous les pays arabes. Donc, la division statistique fait d'abord des recommandations politiques de comment est-ce qu'on pourrait restructurer la collection des données nationales, d'après donner des formations. Et ce cycle de, disons, c'est pas de projet, mais cette approche qu'on a ici à la commission permet de faire des rapports et aussi, au même moment, des études, des nouveaux thèmes, mais aussi des, comment dirais-je, des guides de mise en place pratique de ce qu'on fait. Donc, ça, c'est tout un cycle de production qui prend environ, ça dépend de la profondeur du rapport, ça prend entre 2 ans, 1 an et 2 ans, de vraiment produire un rapport de qualité extraordinaire. Et après, il y aura toute la dissémination. Donc, pour la dissémination, on a des différentes modes, mais disons, en général, le rapport est mis sur le site web. Après, il y a normalement un grand, un événement pour le présenter. Et aussi, quand on peut, on prend les rapports et les recommandations qui sont au niveau régional et on les traduit au niveau national pour après discuter avec notre membre pays pour l'implication.
Donc, au niveau de la dissémination, on avait déjà eu des idées de aussi travailler un peu plus avec des différents NGO qui travaillent du thème l'autonomisation de la femme et l'égalité au sexe, pour qu'on puisse savoir quelles sont les voies de dissémination les plus, comment dirais-je, les plus lues et conçues par notre audience. Voilà, j'espère que c'était oui, merci. Oui, très compréhensible. Donc la deuxième question, c'est à quel stade on utilise le marqueur de genre? Donc qui de vous trois aimerait répondre à cette question? Peut-être Carla? Oui, je vais prendre la question, merci. À quel stade on utilise le marqueur genre? Au secrétariat, ça c'est fait au stade initial de planification. C'est-à-dire nos produits et les services rendus vont porter l'étiquette du genre dès les stades initiaux de planification. Merci Carla. Alors la prochaine, je ne sais pas si c'est un commentaire, une question ou un mélange des deux. Donc vous ne voyez pas que l'étape la plus importante pour aborder le chantier de mise en place de la BSG est la prise de conscience et la volonté, mais aussi un grand soutien de la part des décideurs. Donc, évidemment, on est tout à fait d'accord que c'est vraiment, en fait, on dirait pas une étape, plus c'est c'est un peu le rocher qui va supporter le tout. Donc, c'est très, très, très important. Et sinon, on ne peut pas commencer. Donc, il doit y avoir ça pour qu'on puisse vraiment initier le chantier. Après, le chantier, on a besoin de temps, de ressources, de capacités, de formation, etc. Parce que, comme on a dit, ça implique et l'administration et la recherche et les projets et plusieurs. En fait, ça implique presque tous les cadres et employés de l'organisation. Donc ça, c'est essentiel et sur ça, on commence à construire. On est tout à fait d'accord. merci beaucoup, Rouba. Donc, je viens de recevoir une autre question. Donnez-moi une seconde, je la copie. Alors, dans le stage 4, vous avez indiqué que le rapport à élaborer comporte des résultats, pourtant la BSG n'est pas encore mise en place. Qui voudrait répondre? Oui, je peux prendre cette question. Si je comprends bien, ces questions, peut-être il faut une clarification. Moi, je pense que c'est sur les 4 niveaux du marquage genre qu'on a. Si c'est au stage 4, c'est-à-dire quand c'est... Attends. Quand c'est son conseil principal, on dit que le rapport à élaborer comportait les résultats. Ouais, attends, peut-être j'ai mal compris. En fait, nous, si vous voulez, cycle de programmation et budget, c'est 5 étapes. Donc, on commence par la stratégie, puis par le plan, puis par le budget, la mise en place, et après, on fait le reporting. Donc, aussi, on a essayé de trouver les points d'entrée. Quand on va mettre en place ce plan, quels doivent être les standards de reportage qu'on va avoir. Donc, comment doivent être les rapports, etc. Donc, le plan n'est pas le plan dans son intégralité n'est pas mis en place. Mais comme on a dit, il y a plusieurs activités disparates, ça et là, qui ont commencé. Nous, l'important, c'est de mettre le tout ensemble pour essayer aussi de cumuler et de maximiser le profit. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Moi, je vais ajouter quelque chose à ce que Rouba a dit. Si on voit le plan, d'abord, on a, attends, donne-moi un stage
Dans le cadre stratégique, on définit les résultats, les objectifs et tous les produits et services et on rajoute le marqueur genre. Après, dans la préparation du budget, quand on met tous les produits et services dans les budgets et comment on va les mettre en œuvre, on rajoute le marqueur genre. Au stage 4, quand on parle du rapportage, c'est un peu en fait qu'est-ce que Carla vous a montré, les deux graphiques. À gauche, vous avez eu la planification et la distribution des différents marqueurs au niveau de la planification. Et à droite, vous avez vu la dépense actuelle sur les différents marqueurs. Et si vous avez noté, cet département n'a pas encore dépensé des sous ou des fonds sur le marqueur signifiant, même si ils ont eu quelques produits avec ce marqueur-là. Donc, le marqueur nous permet de faire une première analyse budget et de le mettre dans le rapportage et dire, bon, vous avez planifié celle-ci, celle-ça, mais à l'autre côté, on peut juxtaposer que 90% de votre ressources ne sont pas vraiment allouées à des questions des genres signifiants ou principaux. Merci Vibke et Rouba. Donc on passe à la prochaine question. La formulation du cadre stratégique dépend de quelle orientation? En fait, normalement, ce sont des orientations qui sont discutées longuement en interne. Par exemple, je donne un exemple, l'inclusion sociale peut être une orientation générale qu'on suit. Après, on explique un peu comment, pourquoi c'est important dans le cadre de la région. Donc, c'est un peu sur la base des défis qu'on a, sur la base des problématiques régionales, sur quoi est-ce qu'on veut se focaliser pour cette période. Et comme je vous ai dit, ça vient un peu de discussions internes, dépendamment des problématiques, de ce qu'on a comme capacité. Voilà, donc c'est la vision, si vous voulez, le chapeau, la vision que notre direction prend en s'appuyant sur plusieurs processus de concertation et aussi ça vient des visions ou des orientations de l'organisation en gros, de l'organisation des Nations Unies en gros. Par exemple, l'égalité des genres, c'est une thématique qui est de plus en plus débattue, où il y a beaucoup d'efforts pour essayer de pousser. Donc, ça vient de notre région et du cadre global et les thématiques les plus que nous considérons comme très urgentes à travailler dans les quelques années qui viennent. Merci beaucoup, Rouba. Donc, ça, c'était notre dernière question. À part si des participants veulent encore nous envoyer une petite question de dernière minute. Mais sinon, je pense, Carla, Rouba, Vibke, voilà, c'est tout. À part si vous avez un commentaire final d'ajouter. Pas de commentaires, nous, non, mais on voudrait bien vous remercier pour nous avoir donné cette chance un peu de présenter cette expérience et nous vous souhaitons un peu beaucoup de chance pour les participants de ce cours que nous avons quand même trouvé assez intéressant et là on a beaucoup appris quand même. Merci Sabrina, merci tout le monde. Merci. Et merci Clémentia. Merci Carla, Rouba et Vibke pour partager votre expérience très intéressante et très innovative à mon avis. Et merci aussi aux participants pour vos questions et votre participation active. Et je voudrais vous dire que pour ceux qui n'ont pas pu participer au webinaire, nous vous demanderons de visionner l'enregistrement de cette webconférence qui sera dans le campus et d'envoyer un message à Elisabeth et Claudie par mail avec une synthèse ou réflexion sur la conférence.
Et merci aussi à mes collègues Sabrina et Dejan et à bientôt tous. Merci, à bientôt. Merci. Merci, bye. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.